Improbable. Pile à l'heure. Bonjour à Non tous. seulement pile à l'heure, mais en plus avec toi, Laurent Chrétien, du coup. Comment vas-tu? Eh ben, ah oui, moi j'ai le micro. oui, Eh ouais, j'ai le micro, Toi, c'est t'es bon. sonorisé. Ça, c'est- Toi, ça va? Eh ben, ça va plutôt très bien, hein. Voilà, on est aux 2 tiers, même plus, aux 3 quarts du salon professionnel là. Et, euh, et ça a été une belle aventure parce que beaucoup de nouveautés, hein. On a changé de lieu, on inaugure même le lieu dans lequel nous sommes. L'espace Il y a Mayenne. 8 jours, c'est ça? C'est ça. Il a accueilli les journalistes plateau des journalistes du Tour de France qui passaient à Laval. Et donc on essuie un petit peu les plâtres, on découvre les lieux, on apprend à les connaître et puis je pense qu'on va bien optimiser ça pour l'année prochaine. Mais déjà là, je crois que c'était plutôt chouette. On confirme. Quoi d'autre dire que bah, la pandémie quand même, on est encore en sortie là, donc on a un salon qui n'a pas la taille de d'habitude du Laval Virtual, mais qui pour autant garde son esprit. Oui, Je crois tout que à fait. les nombreuses fêtes et tous les sous-événements que nous avons pu organiser étaient très, très sympas et ça permet aux gens de se reconnecter, de se retrouver, enfin en tout cas à la communauté. Et voilà, donc moi je suis très très content de ce qui se passe. Vous savez, un organisateur il est content quand les exposants sont contents. Ouais. Non, mais je pense que les exposants sont très très contents. D'ailleurs, du coup, d'un point de vue qualitatif, effectivement, le fait qu'il y avait moins de monde, moi, c'était le retour en fait que beaucoup m'ont fait, c'est que du coup, les entretiens étaient beaucoup plus qualitatifs, c'était beaucoup plus chaleureux, moins à la chaîne, et, Ouais. et ça, ils ont tous surkiffé en fait. Ouais, c'est ça, c'était vraiment moins. On donne des plaquettes et on se donne rendez-vous dans 10 jours pour essayer d'en parler. Et effectivement, moi, l'un des gros retours du salon, pour moi, c'est vraiment ce fait de, pour la première fois depuis un an, on arrive à se retrouver, à se voir à parler. et à se parler. Parce que on a tous été en Zoom, on a tous été à distance, on a tous fait de la VR aussi pour essayer de faire des réunions. Et en fait, le réel, même avec des masques, même à moins d'exposants, c'est irremplaçable par rapport au reste, quoi. Ouais, carrément. Et ce qu'il faut se dire aussi, c'est que l'affluence naturelle à Laval en temps normal n'a rien à voir avec une affluence parisienne, par exemple, sur un salon. Enfin, si on faisait Laval Virtual à Paris, il y aurait évidemment beaucoup plus de monde, mais il y aurait beaucoup plus de curieux qui font perdre du temps aux exposants. Là, pour le coup, le fait de faire l'effort de venir de Paris ou d'ailleurs, hein, à Laval, c'est forcément une façon de qualifier le visitorat qui fait que les exposants perdent beaucoup moins de temps et ont beaucoup plus d'opportunités qualifiées. En tout cas, c'est ce qui est ressorti des échanges que j'ai pu avoir avec vos confrères. Il y a beaucoup de qualité dans le visitorat. Alors après, le fait que les grandes entreprises, les Microsoft, les HP, les HTC, etc., n'aient pas pu venir cette année pour des raisons sanitaires, hein, parce qu'ils ont tous à peu près l'interdiction de participer, et même de participer physiquement, hein, à un salon. Donc, donc forcément, ces gens-là n'étant pas là, il n'y a pas eu non plus parce qu'un salon, c'est collectif. C'est-à-dire que c'est aussi les exposants qui amènent les visiteurs. Et il y a une forme de mutualisation, hein, du visitorat par les exposants. Et du coup, ces grands comptes sont normalement draineurs aussi beaucoup de visiteurs qualifiés, quoi, hein, d'utilisateurs potentiels. Voilà, donc, mais ça ira beaucoup mieux l'année prochaine, en tout cas on l'espère, parce qu'il faut qu'on sorte quand même de la crise, hein. Oui, puis vous avez quand même là, côté Laval, réalisé 2 performances assez incroyables. L'année dernière, on s'est tous fait surprendre, plus ou moins début mars, en mode restez à la maison, et Laval Virtual s'est fait en 100% virtuel. Cette année, du coup, on se retrouve avec une jauge basse, mais un événement hybride. D'ailleurs, sur la partie hybride du salon, comment ça s'est passé? Ça s'est passé plutôt bien, enfin ça continue de se passer plutôt bien. Alors on n'a évidemment pas les fréquentations de l'année dernière, parce que je pense que l'année dernière, ça faisait plus d'un mois et demi qu'on était en confinement, tout le monde avait envie de se retrouver et l'opportunité qu'on leur a donnée de se retrouver était exceptionnelle. Donc l'année dernière, je crois qu'on avait presque 7000 avatars, hein, qui se sont connectés sur la plateforme, c'était dingue. Et là, on tourne à peu près 1 millier d'avatars par jour. D'accord. Donc c'est pas mal. En permanence, il y a 200-300 avatars, mais la fréquentation sur la globalité de la journée, c'est plutôt un petit millier.
Et donc ce qui est plutôt bien. On apprend à l'hybridation parce que c'est pas si simple que ça en fait. Hein. Là on a fait des expériences. Voilà, l'équilibre entre j'ai mon stand physique, j'ai mon stand virtuel ou je prends que un stand virtuel. C'est pas si simple que ça demande encore du travail, hein, on n'y est pas. Pareil pour les conférences. Quel est le programme qu'on met sur la partie virtuelle? Quel est le programme qu'on met sur la partie physique? Comment est-ce qu'elle se parle? Comment est-ce qu'on donne l'accès au monde virtuel aux visiteurs? On a créé des teleportation rooms là, où on a en fait juste des ordinateurs qui sont connectés au monde virtuel. Mais ça permet voilà, aux gens qui viennent en visite physique voilà, de se retrouver dans le monde virtuel et vice-versa. Il y a des bulles qui permettent de rentrer sur le salon physique. Et donc si vous faites de l'amélioration continue sur cette partie hybridation, c'est bien parce que vous voulez le faire perdurer, c'est-à-dire que peu importe pandémie ou pas, c'est quelque chose que vous avez en tête. Ouais. Et que Alors vous on veut allez le faire perdurer garder. à la fois pour nous et en même temps via la marque qu'on a lancée Commodal, donc, qui est premier opérateur d'événements virtuels. Donc un opérateur, c'est quoi? C'est l'intermédiaire entre le client qui veut organiser son événement et puis les plateformes qui sont pas toujours si simples à utiliser et sur lesquelles il faut designer l'événement, qu'est-ce que tu vas utiliser comme espace, etc. Voilà. Et puis après, il faut accompagner, il faut former, il faut mettre des gens à l'accueil, il faut mettre de l'assistance technique, il faut mettre de la modération, comme dans un vrai événement, c'est pareil, c'est exactement pareil. Voilà. Donc oui, on va continuer l'hybridation pour Laval Virtual, on va continuer de le travailler. Je ne sais pas de quoi demain sera fait, hein, mais ce qui est à peu près certain, c'est que ces parties virtuelles vont apporter, en tout cas sur des grands salons internationaux, je pense que ça va vraiment apporter une touche complémentaire, quoi. Et que ça va se répandre. Mais il faut engranger un peu d'expérience, il faut comprendre comment ça... Oui, bien sûr. Ouais, on parlait d'amélioration continue, il faut faire des itérations successives. Parce que c'est pas que l'organisation logistique, c'est aussi toute la communication qui va autour, la façon dont on commercialise en amont, etc. Il faut tout repenser. Et tu avais raison sur, je pense, sur le côté hybridation et comment est-ce qu'on crée de l'interaction pour que on n'ait pas un salon réel, un salon virtuel, mais vraiment un seul salon où on peut passer de l'un à l'autre en étant visiteur ou en étant à distance, interagir quand même avec à peu près tout le monde. Voilà, là, il y a un challenge technique, intellectuel qui est important. Et qui va prendre un petit peu de temps, je pense. Hein. Ah bah, il va falloir qu'on essuie des plâtres. Avant de stabiliser les trucs. Il va falloir essuyer les plâtres, tenter des trucs. Ouais, c'est ça, absolument. Et du coup, quelle est la tendance pour toi sur le salon cette année? Voilà. Si tu devais en dégager quelque chose dans quelques minutes, qu'est-ce que tu en ressortirais? Je dirais que ça prouve que la communauté réalité virtuelle, réalité augmentée française est hyper solidaire parce que voilà, c'était très chouette qu'on se retrouve tous là, avec la banane, avec le plaisir de le faire. Voilà, donc ça c'est la tendance sociologique, on va dire, la tendance technologique. Ça va plutôt être pour moi tout ce qui tourne autour du travail collaboratif, quoi. Quel que soit le domaine d'application, que ce soit pour du design, pour de la maintenance, pour de la formation, pour des événements virtuels, etc. On sent bien qu'on rentre dans l'ère là où les gens vont pouvoir non seulement collaborer dans le monde réel, mais aussi collaborer dans les mondes virtuels et collaborer en interface entre le réel et le virtuel. Donc ça c'est une grande tendance. Autre tendance qui est déjà, qu'on avait déjà sur Laval, hein, parce que c'est toujours à l'avant-garde. Donc comment est-ce qu'on ressent les objets dans les mondes virtuels, tout ce qui est haptics, toute l'haptique, les combinaisons, voilà, qu'on commence à avoir quelques expériences, l'odeur, hein, aussi avec Olfi. Olfi qui était les gagnants. Qui a gagné un award hier. Oui, c'est ça, de Laval Virtual Awards. Mais on voit aussi que la tendance, pour revenir sur le mélange entre techno et sociaux, le Grand Prix du jury, Virtisens, illustre que ces technologies sont là aussi pour le bien, quoi, pour aider l'homme à mieux vivre. C'est la raison pour laquelle on a mis la tête au milieu, hein, notre nouvelle identité graphique avec la tête, c'est pour dire au centre. Ouais, c'est ça, les technologies sont au service de l'homme et il doit être au centre de nos considérations. Et c'est aussi la raison pour laquelle on a lancé en amont de Laval Virtual, en ouverture, ces assises éthiques, donc éthiques et technologies du futur,
où on a eu un plateau exceptionnel de participants et dont l'objet était de commencer à sensibiliser les gens aux usages de ces technologies et à leurs impacts sur nos vies, sur notre société. C'est important. Oui, absolument. Et moi, il y a aussi une des tendances que j'ai vues sur les visiteurs qui, au-delà de la recherche de solutions aujourd'hui, commencent à réfléchir plus long terme que de l'expérimentation. Et j'ai l'impression que cette bascule, ça y est, elle est en train de se faire. Et ça fait, c'est pas à toi que je vais l'apprendre, Laurent, ça fait longtemps que tu connais cet écosystème. Et que les preuves de concept, on en a vu plein à Laval, on en a vu plein dans les entreprises. Tout le monde les a faites. Mais le passage à l'échelle était un peu compliqué. Et je pense qu'effectivement, tu as raison. C'est bon. L'effet Covid, quand même, a accéléré énormément l'écosystème. La prise de conscience des entreprises qu'il fallait. Non plus qu'il fallait regarder, mais là, il fallait s'intéresser à des déploiements, à des usages beaucoup plus massifs. Et nous, on l'a vu aussi dans le courant de l'année, avant Laval Virtuel, parce qu'on a un département qui accompagne les entreprises en amont à réfléchir aux usages qu'elles peuvent faire de ces technologies. Donc on est plutôt dans notre rôle d'inspirateur, là, et après on fait se rencontrer les fournisseurs avec les utilisateurs. Voilà. Et donc dans ces phases d'inspiration, d'acculturation, on voit bien qu'il y a de plus en plus d'entreprises petites et grandes, même les petites se disent « Ouh là là, il faut que je m'intéresse à ces technologies. Est-ce que je n'ai pas un plan d'investissement à construire et un plan de travail à construire sur comment je m'approprie ces technologies ?» On a beaucoup travaillé, par exemple, pour plusieurs boîtes sur le concept de client augmenté. Comment est-ce que j'amène mon usine à mes prospects ou à mes clients et comment est-ce que les clients, eux, peuvent venir dans l'usine. Voilà. Et donc oui, c'est une vraie tendance là, de dire, pouf, allez, on sort de la proof of concept et on commence à se poser. Je pense que le fait de revenir à une réalité virtuelle qui n'est pas que dans des masques, du genre sur l'ordinateur avec les éditeurs de monde virtuel, participe de cette prise de conscience et va emmener progressivement les gens à s'acculturer, à s'accoutumer à ces mondes virtuels, à se déplacer, à interagir, pour, à un moment donné, pouf, faire la bascule. Oui, c'est ça. On a même des métaverses du coup qui commencent à se créer avec Vario notamment et ce genre de constructeurs. Côté hardware du coup, par rapport au casque pur, quelle est la tendance du coup? Enfin, tu penses qu'on est toujours dans cette espèce d'escalade de la résolution où les constructeurs ont pris... Moi j'ai l'impression qu'on est plus tant dans l'escalade de la résolution que dans l'adaptation du masque aux usages. Ouais. Et on voit bien si on prend le masque d'Eden, simplement tu attrapes une poignée, tu te le mets sur les yeux, expérience courte, ça répond à un usage. Le nouvel HTC se spécialise pro vraiment en ayant bien pensé les usages pro. Voilà. Bon, et le Varjo qui permet d'aller vraiment vers la réalité mixte et ça va être chouette quoi. Enfin, je pense que je l'ai pas encore beaucoup testé. J'ai testé chez Clarté la semaine dernière là, et j'ai pas eu le temps de le tester sur le salon encore, mais ouais, je pense que ça fait partie des choses qui vont peut-être aussi déstigmatiser le masque de réalité virtuelle. On voit au travers, on se sent un peu plus à l'aise. L'expérience qu'on a faite avec le Hado, je change totalement de sujet là. Donc le Hado, c'est ce sport technologique japonais là, qu'on avait vu au Laval Virtual en 2018. On a monté une équipe et on s'est pris une raclette. Vous avez monté une équipe vous... Excellent, excellent. Elle s'appelle ERT, on n'y était pas. D'accord. Ils sont forts et donc ce sport, voilà, alors c'est pas du masque, hein, c'est du smartphone, etc. Mais ça permet d'amener cette réalité mixte en quelque sorte au public, quoi. Et plus il y aura de choses comme ça qui vont se développer, en plus ça va s'évangéliser. Et tu vois, moi je trouve que vraiment sur les casques, les constructeurs arrête de se battre sur des segments et commence à vraiment se répartir ce marché. On a Varjo qui reste dans l'excellence, le haut de gamme, et je trouve pas tant le déploiement que la vision long terme de voilà, ok, la réalité virtuelle, c'est là qu'on vous amène, ça va prendre un peu de temps. Aujourd'hui c'est accessible mais c'est cher. Et si on descend effectivement HTC sur le nouveau casque, ils ont un casque qui a été pensé pro avec des petites features qu'on voit pas ailleurs.
mais qui vont grandement faciliter l'usage et le déploiement. Et on empile comme ça différentes couches de matos qui répondent à des usages au lieu d'essayer de faire du tout azimut. C'est ça. Et de vouloir faire à la fois du grand public, du professionnel, ce qui peut pas marcher, quoi. En fait, je pense quand même que par rapport au déploiement massif de la partie hardware, hein, bon, on n'y est pas encore, et je pense que ça va prendre encore un petit peu de temps, hein. Donc il faut qu'ils aient du courage, là, nos fournisseurs de matos, parce que c'est pas simple. Pour autant, plus on arrivera à consolider la capacité des entreprises à acheter, à lancer des applications, quel que soit le métier, quel que soit le sujet, au plus après ça va rentrer chez le particulier. Oui. Je pense que c'est comme les ordinateurs au début, quoi. C'est ça, on va habituer les gens à les utiliser, puis voilà. Parce que pour la partie grand public, ou pour des contenus type gaming ou entertainment de façon générale, c'est quand même un équilibre qui est pas simple, hein, entre je produis du contenu de qualité, mais pour produire du contenu de qualité, il faut des financements. Bah oui, mais pour des financements, il faut un marché, il faut des casques déployés. Et donc c'est quelque chose qui va se monter tout doucement, quoi. Ça ne peut pas se décréter. On ne peut pas à un moment donné débarquer avec plein de masques s'il n'y a pas les contenus. Et vice versa, si tu ne peux pas créer beaucoup de contenu s'il n'y a pas suffisamment de masques derrière, quoi. Et c'est là où l'idée dont tu parlais tout à l'heure, hein, de toutes ces applications collaboratives qui fonctionnent de plus en plus en cross-device, est extrêmement intéressante parce qu'une entreprise peut se permettre d'investir dans cette solution, la déployer largement chez ses collaborateurs et en fait faire suivre les casques derrière. Où du coup l'adaptation est assez simple puisqu'ils connaissent l'outil. Oui, c'est ça. Puis la plupart du temps, tes contenus 3D temps réel, tu peux effectivement les mettre sur différents outils. Tu peux passer de la réalité augmentée à la réalité mixte. Voilà, On est vraiment sur la maturation, du coup, c'est ça. On continue. Une tendance de maturation avec, comme tu le disais Louis, une vraie prise de conscience là. Et je pense qu'on est en train de vivre la bascule côté professionnel. Et du coup, la formation, c'est un enjeu crucial, hein, et votre capacité à intégrer et à déployer est fondamentale, quoi. Oui, complètement. Moi, c'est quelque chose que j'espère, hein, et en fait, cette prise de conscience, pour moi, il y a le Covid, il y a la maturité technologique, il y a la maturité des contenus, et puis il y a le travail de lobbying qui a été fait par la Val Virtuelle, par France Cyber Learning, par la FXR. Et je pense que c'est le moment d'accélérer là-dessus. Le projet qu'on avait lancé il y a quelques années là, de la Val Virtuelle University, où on donnait des modules, des outils de formation, des modules de formation aux managers, aux décideurs, aux pédagogues pour les aider à s'approprier ces technologies et à les intégrer de façon à concevoir l'intégration de ces technologies dans leur processus industriel, serviciel, pédagogique. Bon, ça, on va le reprendre pour accélérer la capacité des entreprises à s'approprier ces trucs. Et après, vous avez un rôle extraordinaire de déployeur, quoi, et de fournisseur en partenariat avec toute l'équipe de France Cyber Learning, toute l'association, d'avoir des gens qui vont produire les contenus de façon importante, quoi. Et c'est là où, en gros, il va quand même falloir dire à tout le monde prenez des bonnes vacances parce que à la rentrée, on passe la seconde. Parce que ça débarque. Et on va taper Exactement, fort. c'est ça. Et puis, je trouve aussi quand même qu'il y a un truc incroyable sur Laval. Tu as dit c'est cet écosystème de solidarité, et c'est une réalité. Je trouve que l'écosystème en France, il est solidaire, il est beau. On a énormément de compétences très diverses, et sur le salon, ça s'illustre bien parce qu'il y a toutes les technos. On a de la RA, on a de la RV, on a de l'hologramme, on a du hardware français aussi, enfin, faut le dire, c'est pas que étranger. Et tout ce petit monde est encore là. Et je pense que le Laval de cette année, moi je suis arrivé un peu avec cette idée-là en tête de prise de température de l'écosystème. C'était dans quel état on ressort tous de cette année de folie. On ressort bien, on ressort bien. Et je trouve qu'on en ressort très bien en fait. Voilà, j'étais un peu inquiet là-dessus et on en ressort très bien. Mais nous aussi, moi je suis heureux peut-être pour conclure de cette édition. Il y avait plein d'inconnus. Et elles ont été levées, quoi. Voilà. Et donc je pense qu'on va partir sereinement sur l'édition 2022 qui va être, je l'espère, qui va retrouver des niveaux d'exposants et de fréquentation équivalents à ceux de 2018-2019.
mais grâce à tout le monde, Et au avec travail. une qualité qui va en augmentant, quoi. Je parle je parle pas forcément que de la qualité de l'organisation, je parle surtout de la qualité des exposants et de ce Bien qui sûr. est, et de ce qui est produit, quoi. Voilà. Ok. Et donc du coup, si on rebondit un tout petit peu sur le prochain événement, Ouais. Parce que là, du coup, ça se passe donc l'été. Ah oui, non, Normalement, c'est en tu as raison. avril. Pour 2022, Et bien, ce c'est sera en avril. pour 2022, on revient en avril. en avril, du 13 au 15 avril pour la partie Ok. professionnelle. Et on va garder le modèle qu'on a initié cette année, là, de festival grand public qui se déploie en parallèle Sur toute une semaine. sur toute une semaine, depuis le samedi d'avant les Ouais. journées pro jusqu'au dimanche qui suit les journées pro, et qui investit toute la ville. Là, cette année, on avait 20-25 points différents où il y avait Complètement. des animations, Ça permet de des découvrir la ville en découvertes. plus. En plus, ça permet de découvrir la Ouais. ville. Il y a la dimension artistique aussi avec le festival Recto Verso. Oui. Hein. Qui avait lieu un peu plus tôt. Du Alors, coup, cette année, on l'a fait en virtuel en avril pour garder la date ça. symboliquement de la Val virtuelle. Et puis son déploiement physique est actuel. Ok, Je vous ouais. invite à aller le voir d'ailleurs. Eh ben oui, tout à fait. C'est quelque chose qui est dans mon programme, en tout cas de cet après-midi. En tout cas, un grand merci Laurent, Merci. du coup, de t'être joint à nous. Et puis, du coup, à très vite, de toute façon, sur le salon. Ça marche. À bientôt. Au revoir tout le monde. Salut tout le monde. Allez.